Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire. On parle ce midi de l'agriculture et des changements climatiques. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Malheureusement, les changements climatiques ne favorisent pas toujours les choses. Que faire? C'est à suivre dans un instant. C'est une infection digestive due à l'injection d'aliments ou à la consommation d'aliments contenant des bactéries. L'intoxication alimentaire qui touche les enfants de 1 à 5 ans. Et puis on parlera de l'hypertension artérielle, cette maladie qui touche de plus en plus les jeunes. Selon les spécialistes, en souffrir avant 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque. La prévention serait la solution. À nouveau, bonjour. Pour une agriculture prospère, on a forcément besoin des faveurs du climat. Malheureusement, cet atout n'accompagne pas toujours et les cultures en ressentent les impacts. Comment se manifestent les dérèglements climatiques? Comment les agriculteurs vivent-ils cette situation et quels en sont les impacts sur l'agriculture? Les réponses dans ce reportage signé Louis Koudobo et Joseph Banquet-Totou. L'agriculture et le climat sont deux concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des sillons en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. Et si vous arrivez à dompter le climat, attention à l'intoxication alimentaire. C'est un mal qui guette les enfants de 1 à 5 ans quand on ne fait pas attention à tout ce qu'ils mangent. Et quand cela arrive, quelles sont les précautions qu'il faut adopter, ou plutôt les mesures qu'il faut adopter? La réponse avec ce pédiatre. Ça concerne souvent les enfants de plus d'1 an. Parce que la diversification commence à 6 mois et les autres aliments, le plat familial, c'est souvent autour d'1 an
qu'on les donne. Donc, c'est généralement des enfants qui présentent soit un vomissement, une diarrhée, des douleurs au ventre. Et cette douleur, soit l'enfant peut l'exprimer, ou soit c'est une irritabilité, c'est-à-dire il pleure, il n'arrive pas à dire j'ai mal au ventre, mais il pleure et ça attire l'attention de l'entourage. Il peut avoir un ballonnement abdominal. Alors pour éviter l'intoxication alimentaire, il faut déjà éviter la présence de ces germes-là ou de leurs toxines dans nos aliments. Et pour les éviter, ça passe par l'hygiène. On sait par exemple que l'intoxication, il y a certains germes qui sont plus fréquents. En parlant de bactéries, il y a les staphylocoques, il y a le clostridium qu'on peut rencontrer. Donc le staphylocoque, on le retrouve surtout dans la poussière. Donc pour ne pas avoir le staphylocoque dans son aliment, il faut bien couvrir les aliments pour que il n'y ait pas la poussière sur les aliments. Et on sait aussi que les abcès, le staphylocoque est présent au niveau des abcès et autres. Donc quelqu'un qui prépare à manger ne doit pas avoir un abcès au niveau de ses doigts ou de sa main. C'est vraiment pas hygiénique, c'est à éviter. Et surtout, ce que nous utilisons pour préparer le repas, les ustensiles de cuisine et autres doivent être vraiment bien propres. Il faut les mesures d'hygiène strictes. Et l'aliment même, certains aliments, il faut bien les laver. Maintenant, si l'enfant vomit, tout ce qu'on lui donne et est fatigué, il ne faut pas attendre à la maison. Il faut aller à l'hôpital. À l'hôpital, on saura comment le prendre en charge et le sortir d'affaire le plus tôt possible. Parlons à présent de l'hypertension artérielle, qui est une maladie des vaisseaux qui se caractérise par l'élévation de chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs considérées comme étant la normale. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle chez les jeunes et comment s'en préserver? La réponse avec Fifamé Salomé Atadedji. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace. On peut boire moins d'alcool en préparant ses repas à la maison. On peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments
dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. En nouvelle brève, à présent, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer pour atteindre 2,9% en 2020. C'est l'information révélée par la Banque mondiale dans ses perspectives économiques mondiales de janvier 2020. Selon le rapport, la croissance repose sur l'hypothèse de la confiance des investisseurs qui s'améliore dans certaines grandes économies, des goulots d'étranglement énergétique qui s'atténue, de la reprise de la production pétrolière qui contribue à la reprise des exportations de pétrole et de la croissance robuste qui se poursuit chez les exportateurs de produits agricoles. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la croissance devrait se maintenir à 6,4% et à l'échelle mondiale, la croissance économique devrait atteindre 2,5% en 2020 à mesure que les investissements et le commerce se redressent progressivement. Le Comité national de lutte contre le sida invite tous les partenaires à vaincre efficacement le sida à travers le plan stratégique national. Il a nécessité une large concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur public, des universités, du secteur privé et des partenaires internationaux. Les précisions avec nos confrères de la RTS. Le plan stratégique national 2018-2022 vise la réduction des nouvelles infections parmi les adultes et les adolescents, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la réduction de la mortalité liée au VIH, le soutien pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. La vision stratégique est d'apporter une réponse efficace à l'échelle nationale et internationale. Les recommandations qui seront formulées auront comme socle l'état d'avancement sur les engagements internationaux et surtout nationaux pour atteindre les objectifs d'accès au dépistage et au traitement du sida, les 3,90. Le gouvernement du Sénégal compte mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Je voudrais en ce moment d'intense réflexion sur le VIH rendre un hommage particulier à son Excellence, M. Macky Sall, pour son engagement personnel et son leadership, non seulement au plan national, mais également sur le plan international. Son engagement marque la forte volonté politique des pouvoirs publics de prendre à bras le corps la problématique du VIH et du sida. Et cela a valu à notre pays des succès notoires. Le plan stratégique national est le cadre unique en matière de lutte contre le sida. Outil indispensable pour l'harmonisation et l'alignement des acteurs et des partenaires. Le CNLS a un programme important de lutte contre le sida au niveau national et régional. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.